Salam! Si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Salam alaikum Asma, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouveau podcast qui on va dire, c'est les premiers épisodes là. On démarre avec des personnes que j'affectionne particulièrement, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler ou de rencontrer. Donc c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, on s'est déjà vu. Oui. Donc bienvenue à toi Asma. Pour ceux qui sont à l'ouest et qui te connaissent pas, je t'invite à te présenter. Alaikum salam Sabrina, merci à toi de m'inviter sur ton podcast, surtout sur tes premiers podcasts, surtout c'est ceux qu'on retient le plus les premières fois. C'est vrai. Alors écoute, moi je suis Asma Fares, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 44 ans, maman de 3 enfants, donc d'une jeune fille, 16 ans, une autre fille de 9 ans et un petit garçon de 7 ans. Alors mon métier de base, je suis maquilleuse professionnelle et esthéticienne, et je me suis tournée, on va dire, vers le digital et les réseaux sociaux en février 2012. Voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout s'est enchaîné par la suite. Aujourd'hui, je vis en fait de la création digitale. D'accord, ok, ouais, c'est vrai que Asma, c'est un peu la référence, Asma Fares, sur quand on parle du monde de l'influence. Non, mais je veux dire, dans la communauté musulmane de France, c'est vrai que tu fais partie vraiment des pionniers à t'être intéressée au réseau et tout. Donc on te connaît, on te suit depuis un moment et on te voit aussi évoluer avec, machallah, avec ta famille, avec, c'est vrai, ta fille qui grandit, machallah, la grande. Alors, je vais commencer par te donner le titre du podcast. Et j'aimerais bien savoir ce que ça t'évoque. Donc moi, j'ai nommé ce podcast « Les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï ». Donc effectivement, tu m'avais dit avoir lu le livre de John Gray, mais du coup, qu'est-ce que t'évoque ce titre ? Alors je dirais les hommes viennent de Oujda et les femmes de Dubaï, je dirais plutôt que les hommes viennent vraiment de... En fait, ils ont les pieds sur terre, j'ai l'impression. Vu que Oujda, je connais un peu le Maroc, mais... Et de Dubaï, alors moi je ne prétendrai pas venir de Dubaï, mais bon, je me dis que peut-être que c'est 2 mondes totalement différents, Oujda et Dubaï. Donc voilà, les hommes viennent d'un monde et les femmes d'un autre, vraiment à l'opposé, quoi. C'est vrai. Alors Oujda, c'est vrai que moi non plus je connais pas bien en réalité. C'est des 100% des a priori, c'est un peu pour grossir le trait. Mais c'est vrai que on dit des hommes d'Oujda qui sont plutôt assez ancrés dans leur tradition, etc. Oui. Et alors que les femmes, bon, quand on parle de Dubaï, on sait que c'est les strass et les paillettes en général quand on évoque Dubaï. Donc il y a un peu le côté rêveuse et des femmes qui aiment justement les paillettes, ça on peut pas se le cacher. C'est ça. Et comment alors font ces 2 mondes pour se rencontrer selon toi aujourd'hui ? Alors j'imagine qu'il y a obligatoirement un terrain d'entente obligé, sinon il n'y aurait pas de communication, il n'y aurait pas de rencontre, il n'y aurait pas, je pense, d'histoire d'amour ni de mariage. Donc je pense qu'il se crée en fait des ponts en fait, des ponts où ils peuvent se rencontrer et avoir des choses à se dire à ce moment-là. Et avoir bien sûr aussi deux parties différentes où ils peut-être se reconnaissent pas, mais au moins avoir une partie où ils peuvent vivre ensemble. À 2, ouais. C'est ça. Oui. Exactement. Et alors, toi, Asma, on avait déjà fait un live ensemble sur Instagram où tu nous parlais justement de ton divorce, parce que l'objet c'était de rassurer un peu les femmes qui ont un parcours pas forcément quand on se marie, classique. Ça marche pas toujours, voilà, exactement, classique. Et justement, est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours de femme, parce que depuis ça évolue aussi, tu as aussi une relation maritale qui a forcément évolué. Nous dire un peu le fait que justement on vienne de 2 mondes différents, qu'est-ce qui fait que parfois ça marche pas, peut-être ton expérience personnelle, et qu'est-ce qui fait que ça marche en fait entre ces 2 mondes, à ton avis? En fait, je pense que quand il y a trop de différences, c'est là que ça coince en fait. Il faut qu'il y ait des différences, ça c'est obligé, on n'est pas pareil, on a tous un parcours différent, une éducation différente, etc. Des cultures parfois différentes.
Mais quand il y a trop de différences, je trouve que c'est là que se crée le fossé. Il faut absolument qu'il y ait quand même des choses où on se retrouve et où on se dit ah bah tiens moi c'est pareil, tiens moi j'ai le même projet de vie par exemple, ou tiens moi pareil j'ai grandi comme ça, ou j'ai eu la même éducation. Donc s'il y a trop de différences, moi en tout cas personnellement je trouve que c'est là que ça crée ça crée le fossé, ça crée la mésentente en fait. Et quelles sont les différences qui pour toi n'ont pas fonctionné la première fois? Est-ce que c'est des projets de vie? Est-ce que c'est plutôt les différences de caractère? Alors oui, différence de caractère déjà de une. Différence aussi on va dire, pas d'éducation, parce qu'on avait à peu près, on dirait la même éducation venant de familles maghrébines, musulmanes, etc. Mais peut-être pas la même vision de la vie et des projets futurs. D'accord, de parcours et tout ça. Voilà, de parcours. Non, pas de parcours personnel, parce que bon, chacun son parcours. Après, on peut, même en ayant deux parcours différents, créer un futur ensemble. Mais quand tu as une vision différente de ce que tu veux pour plus tard, là, non, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné, parce que je voyais vraiment la vie autrement que mon ancien mari, que mon ex-mari. Donc, voilà. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, ou quelles leçons t'as tiré justement de ça pour mieux choisir le futur prétendant? Le deuxième. Ouais. Alors écoute, je me suis remise un peu en question. Je me suis aussi beaucoup rapprochée de la religion, même si je l'étais déjà proche de la religion, mais je me suis beaucoup plus recentrée sur ça, on va dire. J'ai mis la religion au centre de ma vie. Et j'ai créé, on va dire, une deuxième vie maritale autour de ça. Ce que j'ai aussi changé, c'est que j'ai aussi un peu, baissé un peu, on va dire, le level de ma fierté un peu plus, plus bas, en disant, bon, même s'il y a des choses qui me turlupinent, je vais pas en faire toute une histoire. Il va falloir que j'apprenne aussi à accepter plus la différence de l'autre, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, c'est tout. Sinon, et surtout, le truc, on va dire, qui est arrivé en deuxième après la religion, c'est que j'ai pensé plus avec ma tête qu'avec mon cœur. Voilà. Ça, vraiment, ça a été, je trouve, moi, la réussite de mon deuxième mariage. D'accord. Et tu t'es remariée à quel âge, Asma, si c'est pas indiscret? Alors, premier mariage à 24 ans, j'ai divorcé à 30 ans, je crois, ou 31 ans, et je me suis remariée 2-3 ans après, à 33 ans, 32 ou 33 ans. Ouais. Voilà. J'avais déjà ma fille. Ouais. Donc en fait, quand tu t'es remariée à 32 ou 33 ans, de toute façon, de fait, on réfléchit beaucoup plus avec la raison, quoi. Donc, oui, à presque 10 ans d'écart après, avec le premier mariage, bien sûr qu'on réfléchit totalement différemment, qu'on est beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, on sait ce qu'on veut plus, etc. Donc oui, on se précipite plus en fait. Ouais, c'est intéressant. Et du coup... Tu constates aussi avec moi, comme on en a déjà discuté, que c'est de plus en plus difficile de trouver la bonne personne, alors qu'on est dans un monde où tout le monde peut se contacter via les réseaux, que c'est la surconsommation avec les snaps, les Insta, tout ce que tu veux. Oui. Et pourtant, nos jeunes galèrent quand même beaucoup. Est-ce que toi, t'es inquiète pour l'avenir, pour ta fille, ou pas, ou t'y penses pas? Alors pour l'instant, j'y pense pas encore, même si des fois elle me dit oui, elle me parle, oui, mais maman, moi plus tard, je dis écoute, pour l'instant, t'es encore un peu loin du mariage, plus proche des études que du mariage, mais c'est vrai que oui, je réfléchis, des fois ça m'arrive de penser, avec qui elle va se marier, de quelle origine il va être, donc ouais, ça me passe des fois dans la tête, et je me dis que oui, c'est de plus en plus dur, j'ai l'impression qu'en fait, plus c'est facile, et plus c'est dur. Ouais, à trouver le bon. Alors qu'avant c'était plus dur de se rencontrer, de se contacter, mais voilà, on avait plus de facilité, je sais pas, est-ce qu'on vient nous demander la main, ou est-ce qu'on demande à nos parents, ou même quand on rencontrait quelqu'un, enfin bref. C'est plus dur, mais après je pars du principe que si on donne les bases à nos enfants et qu'on leur dit, surtout s'ils voient un exemple familial
qui les rassure. Donc si elles sont à la maison, par exemple nos filles à la maison, qu'elles voient qu'il y a un papa qui est rassurant, qui fait attention à sa mère, qui la respecte, etc. Cette image-là, je pense elle reste ancrée en elle et elle va rechercher ce genre d'homme-là. Je trouve que souvent, quand on tombe sur quelqu'un de, on va dire entre guillemets de mauvais, pas de mauvais, mais voilà, comme par exemple les pervers narcissiques, etc. C'est surtout que nous, en fait, on a eu des lacunes peut-être dans nos vies personnelles et dans notre enfance ou dans le couple qu'a formé nos parents, etc. Et qu'on essaie de combler avec ce genre de personnes-là. Mais je pense que si déjà dans une famille, on a une famille équilibrée, des parents qui s'aiment, des parents qui se respectent, etc., on a déjà beaucoup plus de chances que nos enfants. Après, bon, rien n'est acquis, mais que nos enfants choisissent la bonne personne, on va dire. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ouais, donc la question que j'allais te poser après, mais tu y as partiellement répondu, c'est qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui nous en tant que mère. Moi aussi j'ai une fille de 15 ans. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui nous en tant que mère pour que elles aient moins de difficultés, ou qu'est-ce qui nous a manqué à nous, génération d'avant en fait, qui a fait qu'on s'est un peu perdu en chemin, qu'on nous a peut-être un peu poussé par exemple à fond dans les études, presque en inhibant totalement le désir du mariage, tellement on n'en parlait pas, c'était comme si c'était inexistant en fait, il y avait pas cette Alors moi c'était le contraire, mes parents me poussaient aussi pour les études, mais souvent j'ai toujours cette phrase de ma mère qui dit il va falloir que tu saches faire à cuisiner si le mari vient te chercher, j'ai pas envie qu'il te rapporte avec ta valise à la maison parce que t'as pas su faire ça. Donc c'est vrai que l'histoire de mariage, moi j'ai cette histoire de oui, un jour tu vas te marier et tu vas partir, je l'ai souvent entendu moi dans mes oreilles, peut-être contrairement à toi si comme tu dis. Non, moi je parlais vraiment en général, c'est vrai que je suis un peu comme toi, moi je me suis mariée jeune aussi, et je me suis mariée jeune parce que justement j'en entendais beaucoup parler, mais tu vois la preuve c'est que quand on en entend finalement assez parler et que ça fait partie intégrante des histoires qu'on se raconte dans la famille, on se marie jeune, en fait il y a quand même une conséquence, c'est vrai qu'il y a une grosse conséquence. Il y a une conséquence. Après est-ce qu'on se marie bien, c'est pas sûr, tu vois. On se marie vite, oui, mais est-ce qu'on se marie bien, c'est pas sûr. Non, voilà. Quand on se marie vite, on se marie généralement pas bien. Non. Après, bon, ça arrive, les coups de fou, il y a toujours des exceptions. Mais moi, je dirais que il faut que nos enfants et nos filles, je pense, se sentent tellement bien chez elles que le jour où elle trouve le mari, c'est vraiment qu'elle a trouvé la perle et c'est pour ça qu'elle va partir, tu vois, parce que faudrait pas en fait qu'elle soit chez elle pas bien ou pas à l'aise ou une envie de partir parce que, enfin, comment t'expliquer, moi personnellement c'est ce que j'ai fait, on va dire entre guillemets, je suis la plus grande de 7 enfants. J'étais souvent celle qui faisait à manger avec ma mère, enfin voilà, c'était vraiment très dur à la maison avec mes parents, mon père strict, une maman stricte, voilà, ménage, enfin voilà, pas de sortie, etc. Donc au bout d'un moment, t'étouffes et tu te dis peut-être que si je me marie, j'aurai tout ça en fait, j'aurai cette liberté. Ouais. Et je pense que nos filles aujourd'hui, on devrait en fait déjà leur faire beaucoup plus confiance que ce que peut-être ont fait nos parents avant, bien sûr toujours en ayant des limites, mais qu'elles se sentent libres en fait de partir quand elles veulent, tu vois, de se marier quand elles veulent, que ce soit pas quelque chose de poussé ou vraiment parce que c'est la dernière solution et voilà. Pour s'échapper un peu. Mais je comprends parce que j'ai connu souvent des femmes qui me disaient oh là là, mais moi tu sais j'étais tellement bien chez mes parents, etc. Donc tu vois, en fait cette pareil, moi aussi j'étais bien chez mes parents, mais c'est vrai que je me disais tiens, quand je vais me marier je vais pouvoir voyager, quand je vais me marier je vais pouvoir sortir, tu vois, et ça faut pas que tu te maries pour ça. Tu vois, bien sûr. Sauf que Asma quand même, moi je pense, enfin c'est intéressant ce que tu dis de fou, mais est-ce que tu penses pas que justement quand t'as pas tout chez tes parents, c'est aussi cet élan nécessaire pour partir, parce que moi je coach et je rencontre des tonnes de femmes qui justement sont bien chez elles et font tellement déjà tout toutes seules qu'en fait ça sert à quoi de se marier, tu vois, et ça devient tellement confortable avec les années qu'à la fin on a même peur de sortir de cette zone là qui est tellement chaleureuse, tellement chaude, il y a aucun risque en fait, et donc certes
ça peut pousser à partir trop tôt ou à se précipiter. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que le fait que justement on n'ait pas tout chez nos parents et qu'il reste des choses à faire avec l'autre, bah ça donne un certain élan en fait. Oui, après, bien sûr, après, du fait que nous, on soit musulmans et maghrébins, déjà, tu peux pas tout faire chez tes parents. Ça, oui, c'est sûr. C'est pas possible. Partir en voyage tout seul, aller voyager, je sais pas, Après, il y a certaines personnes qui le font. Sortir quand t'as envie, ça, bien sûr, tu le fais pas chez tes parents, tu le feras que quand tu seras marié, quand tu partiras, etc. Donc déjà ça. De deux, oui, je comprends tout à fait que ça puisse arriver de se dire, non, moi j'ai tout, je suis bien chez mes parents, pourquoi me marier? Après, il faut en parler, je pense, avec nos filles et nos enfants, leur dire que déjà le mariage c'est la moitié de notre dîne, donc c'est entre guillemets presque pas une obligation, mais oui, déjà de une. Et que de deux, surtout à notre époque, l'horloge biologique de la femme, franchement, pour un tas de choses, il arrive parfois que t'as laissé passer toute ta vie dans ta carrière, etc. Et que t'arrives, et c'est le moment d'avoir un premier gosse, et puis c'est beaucoup plus compliqué. La fertilité de la femme, ces dernières années, pareil, se complique de plus en plus, ainsi que celle de l'homme, etc. Ainsi que celle de l'homme, etc. Donc, tout ça, il faut en parler avec sa fille. Faut être clair. Faut pas ignorer, quoi. Voilà. Non, faut pas l'ignorer. Il faut expliquer qu'à notre époque, à nous, c'est pas son époque à elle, etc., etc. Et oui, non, mais je peux comprendre que ça arrive. Après, c'est vrai que on peut pas tout avoir chez ses parents, c'est-à-dire la tendresse, l'amour d'un homme, tout ça, c'est pas possible de l'avoir. Oui, il y aura toujours quelque chose à aller chercher, à condition de cultiver ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, c'est un mix, quoi. Faut pas qu'elle ait envie de s'enfuir et de s'échapper. Mais il faut quand même continuer à parler. Déjà, comme tu l'as très bien dit, montrer ce qu'est un couple amoureux, montrer comment se comporter avec son mari et montrer comment l'homme doit se comporter avec sa femme, être en fait vraiment un modèle parental et surtout un modèle de couple, amoureux. Et puis après, donc parler beaucoup, et évoquer aussi le fait d'être quand tu es une jeune fille, t'aimerais bien être avec un garçon, il y a un cadre dans la religion, etc. Pour cela, c'est le mariage. Et donc après, voilà, mais sans qu'elle ait envie sans que ça soit un échappatoire en fait. Donc c'est un mix des deux. Exactement. Donc c'est vrai que c'est super important de leur dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les études, un temps pour le mariage, que chez nous, les amourettes, c'est pas possible en islam, etc. Et que mieux on se préserve et mieux on pourra choisir avec, avec conscience en fait, si tu veux, la personne avec qui on va vivre. Si toi tu te respectes, si toi-même tu te respectes déjà, automatiquement la personne que tu vas rencontrer, pas automatiquement, mais tu vas chercher à trouver quelqu'un qui te respecte, tu vois. C'est vrai. Tu vas pas, si tu te respectes et que tu fais attention à toi, que tu te protèges, tu vas vouloir quelqu'un à ta valeur, quelqu'un qui va savoir te prendre à ta propre valeur et savoir que t'as su garder la tête froide et pas avoir des amourettes à gogo, etc., etc. Donc oui, il faut. Moi, je sais que ma mère me l'a toujours dit. Écoute, l'homme, il va pas choisir celle qui a eu, je sais pas combien. Après, bon. C'est un cliché chez nous, mais c'est la réalité. Les hommes, et même pas que les hommes maghrébins, partout, ils vont choisir celle qui a eu peut-être le moins de rencontres, moins d'histoires, le moins de, tu vois. Voilà. Je veux dire, dans le moins d'histoires dans le haram. Après, je compte pas celles qui, par exemple, se fiancent plusieurs fois. Ça, c'est autre chose quand ça dans le cadre bien sûr. etc. Donc voilà, donc ça il faut leur en parler, il faut qu'elles soient conscientes que surtout qu'ils soient conscients nos enfants, surtout quand on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre malheureusement, même si on se prétend français, etc. On n'est pas, c'est pas un pays à on va dire musulman. Et donc il faut bien leur faire comprendre que oui, on vit avec d'autres personnes, oui, on va à l'école avec d'autres personnes, oui, on étudie avec d'autres personnes, d'autres confessions, d'autres religions, mais nous, on est de cette religion-là, ça faut pas qu'elles l'oublient. C'est vrai que les jeunes ont tendance à l'oublier, à force de rester avec les copains, d'être sur les réseaux, etc., de voir ce qui se passe sur les réseaux, ils ont tendance à oublier que nous, on a des limites, on a l'islam qui nous donne des limites. Un cadre, exactement. Et un cadre, etc. Oui, exactement. C'est vrai. Non, je te rejoins tout à fait. Et sinon, par rapport en fait
ok, on a dit c'est beaucoup plus difficile de se marier. Et en même temps, quand on y parvient, le divorce, il est presque à la porte, quoi. Ça devient aussi très facile de divorcer. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça et comment on peut pallier à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, musulmans, pour que justement notre société, elle soit pas, en fait, les musulmans ne soient pas autant touchés, puisque normalement, quand on suit la religion, oui, on devrait être moins touché par ça. Et pourtant, quand on voit les statistiques, il y a autant de musulmans qui divorcent que de non-musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait, à quoi faudrait réfléchir? Alors déjà, il faudrait réfléchir à mettre au centre de nos vies plus la religion, plus au centre de nos vies. Parce que moi, la première fois quand je me suis mariée, la religion, je l'avais, mais c'était pas ça la base de ma vie. Alors que quand tu mets ça à la base de ta vie et que tu fais ton tawakkul ala Allah et que tu te dis voilà, je cherche un homme parce que je veux faire la moitié de ma religion, que mes enfants soient des enfants pieux, etc. Et si tu mets ces rails là dès le début, et cette intention aussi. Cette intention et ce cadre là dès le début, et surtout comme je te disais, tu fais ton tawakkul. Après, on a bien sûr aussi la salat istikhara. Bon, ça, je l'ai fait mais à gogo quand je me suis remariée. Mais pendant 10-15 jours, je t'assure. Donc, qui de mieux, à qui tu pourrais demander conseil, et tu sais que ce conseil va être véridique. Tu vois, c'est pas un conseil faussé, c'est pas un conseil à part Allah, tu vois. Donc, tu demandes conseil. Après, je dis pas que c'est ça qui va garantir à 100%, parce que Allah sait mieux que nous ce que va être notre avenir. Donc si tu dois passer par moi c'est ce que je me dis pour ma première expérience, je me suis dit il fallait que je passe par cette expérience là. C'est pas un échec, en fait Allah il m'a dit tu vas passer par ça, Asma, tu vas passer par ça et tu vas remettre la religion au centre de ta vie. Ça a été le pont pour que je puisse remettre la religion au centre de ma vie, pour que je puisse porter le hijab, alhamdoulilah, etc. Et je me dis il fallait que je passe par ça. Je suis passée par des journées noires, je suis passée par des pleurs, je suis passée par ci. C'est pas un échec. C'est pas parce que j'ai fait le tawakkul, etc., que je me suis manqué à mon premier mariage. Non, c'est parce que ce mariage et cet échec, ce mariage qui a été raté, entre guillemets, va m'amener vers autre chose. Voilà, donc ouais, déjà mettre la religion au centre de sa vie, c'est déjà un bon début pour pouvoir peut-être pallier à l'augmentation des divorces. Essayer de pas trop copier, on va dire, l'exemple européen du couple. Parce que souvent, c'est l'erreur qu'on fait, je pense, dans nos couples à nous, c'est de se dire, comme on entend partout dans le monde moderne maintenant, c'est non, moi c'est 50-50% les tâches ménagères, moi c'est 50% le paiement des courses et le paiement des tatati et patata, et à vouloir être l'équivalent de l'homme, tu vois, à l'égale place de l'homme. Non, personne n'est à l'égale place, c'est chacun sa place. Ni moins, ni plus, mais chacun sa place, complémentaire dans ce qu'on est. Donc déjà ça, cet exemple de couple européen, on va dire moderne, etc., ça il faudrait l'effacer. Non pas revenir au couple qui étaient nos parents non plus, hein, c'est pas ça le but. Mais surtout quand on se base sur la religion, c'est ce que je disais, parce que souvent nos parents c'était surtout culturel, c'était voilà. Donc quand tu te bases sur la religion, sur la sunna, sur les hadiths, etc., tu essaies de faire toi ton propre exemple du couple qu'était peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes, etc., tu vois. Et pas chercher à recopier les couples d'aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit je ne sais où, les lois qu'on nous invente, etc. Voilà. Justement, il y a aussi un nouveau fléau aujourd'hui, parce que aujourd'hui on est face à, en tout cas nos jeunes filles, elles sont aussi non seulement face avant c'est vrai qu'on se disait faut pas recopier les couples non musulmans parce que ça marche pas comme ça, etc. Enfin, c'est pas c'est pas le cadre de vie, ça va pas fonctionner. Mais aujourd'hui on a un autre problème, c'est que les couples musulmans qui s'affichent sur les réseaux nous racontent des histoires, en fait, c'est-à-dire que les jeunes femmes attendent ce qu'elles voient sur les réseaux, et ça devient aussi un gros problème. D'ailleurs les hommes aussi, moi je les reçois, qui parfois même
à l'agence, quand on leur dit ok, c'est quoi ton style de femme, si on n'a pas bien compris c'est quoi ton style de femme, bah il est capable de nous envoyer 10 photos d'influenceuses des réseaux, et toutes les photos sont avec des filtres en fait. Et donc le gars, il imagine un truc qui est juste irréel. Déjà, et il dit c'est à peu près ça que je veux, et j'ai toujours pas rencontré ça à l'agence. Mais frérot, je lui dis tu vas le rencontrer nulle part, ça. Nulle part, ni à l'agence, ni ailleurs, ouais. Donc on a un vrai problème avec ça, sans compter les couples qui racontent la best life en fait, la best life, sauf que derrière la best life, parfois ça pète avec ce couple-là, on le voit bien, même parfois ils s'engueulent sur les réseaux. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec une voisine à moi, pour la petite anecdote, en retournant de l'école. Ouais. Et on parlait de ça, du fait de ce qu'on montre sur les réseaux et de ce qu'on cache sur les réseaux. La plupart du temps, on montre 1%. Moi personnellement, je montre 1-2% de ma vie privée, je montre pas tout. Donc on peut pas savoir. Tu vois un couple heureux, derrière ça doit être des problèmes, ça peut être des cris, ça peut être des violences, etc. Non. C'est vrai. Déjà, et de deux, déjà quand la personne elle a déjà une image en tête, moi ça me rappelle aussi quand on me disait maquille-moi comme ça, je veux ça. Ouais. Je veux comme Gilo, comme. Ouais. C'est pas possible. Tu n'es pas Gilo. tu n'as pas le visage de telle et telle femme pour que je puisse reproduire exactement le même maquillage, le même. Donc c'est pareil quand on te dit oui, moi je veux ce genre d'homme, ce genre, et on rencontre totalement des fois l'opposé de la personne qu'on voulait. Et des fois on se marie complètement avec l'opposé de la personne qu'on voulait, tu vois. Donc non, déjà quand on a une image exacte de ce qu'on veut, déjà tu te mets des barrières et des bâtons dans les roues, c'est pas possible. Non, il faut avoir, on va dire, des critères, sur la religion, que ce soit, voilà, mais pas une image fixe de tiens, je veux comme elle, comme cette influenceuse, ou non, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est que c'est en plus ces couples-là sont des couples musulmans, et donc et en plus, subhanallah, ces vies incroyables. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disent mais je me sens trahie par elle parce que elle a divorcé. Genre mais alors en fait ça fait partie de la vie. Et elle me dit oui mais moi je la suivais, genre pour moi c'était le couple idéal et je rêvais d'être comme elle. Tu vois un peu ce qu'on entend. Et du coup, purée, elle a divorcé avec lui alors qu'on pensait que c'était... Mais ouais, en fait, ils ont une vraie vie et on peut pas savoir. Donc, subhanallah, ça, c'est vraiment ce que je rencontre aussi à l'agence. Et les attentes les réseaux, sont biaisées. Je pense qu'il faut, en fait, pour chaque personne qui va créer un réseau, se mettre sur une plateforme, il faut faire une petite mini-formation avant. Ouais, c'est vrai. Leur dire ou mettre un avertissement, tout ce que vous allez voir tout de suite, là, risque d'être biaisé ou risque... c'est sûr, hein, parce que c'est pas possible de montrer, on va dire, toute ta vie sur les réseaux. Tu choisis que les bonnes parties de ta vie. Tu vas pas montrer quand ta maison est en désordre, que tu vas pas montrer quand tu te disputes avec ton mari, tu vas pas montrer, à part les psychopathes. Ouais, il y a des cas aussi. Les fous qui font du buzz sur ça, mais non, c'est pas possible. Donc tu te dis déjà à partir de ce moment-là, tu te dis ce que je vois, c'est vraiment ce qu'elle a choisi de me montrer. Donc elle veut que je vois ça. Tu vois, ou qu'on voit ça et qu'on se dise d'elle que c'est un couple heureux. Ça peut, et se dire dans sa tête, ça peut être tout à fait autre chose. Et pas se baser sur les réseaux. Non, ça c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire du tout. Mais c'est ce qui est en train d'arriver à nos jeunes en fait, hein, vraiment. Oui. C'est malheureusement ce qui est en train de leur arriver. Après, c'est vrai que le fait de rencontrer aussi, tu sais, les modes de rencontre aussi ont changé. Et puis en fait, les gens jouent de ça. En fait, ils ont deux identités, quoi. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent sur les réseaux, c'est un certain type de personnage. L'homme et la femme se font une image de l'autre via ce qu'il va partager, comme t'as dit, via la super facette, tu vois, et quand ils vont se rencontrer, il y a une grosse déception. Donc je pense que l'idéal aussi, c'est de revenir à des méthodes de rencontre qui sont vraiment réelles, de provoquer tout ça. C'est ça. Comme on peut le faire notamment avec l'agence. C'est vrai que les gens, avec l'agence, parfois, ils mettent un petit peu de temps à se remettre, en fait, dans le truc. Genre, à revenir à la réalité. Ah ouais, ok. Comme on appelle ça, comme refaire du vélo, quoi. Ouais, exact. Pour se remettre en selle, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que ils sont encore, à force d'être sur les sites de rencontres, à force d'être sur les réseaux, ils attendent ça et ils peuvent attendre une vie entière. Hein. Et moi, j'ai testé les réseaux, hein. J'avais testé, moi, pendant mon célibat, les réseaux, mais c'était... Les sites, tu veux dire? Les sites de rencontres? Les sites, les sites de rencontres, parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux.
mais c'était une catastrophe. Alors, tu cherches un homme comme ça, dans la religion comme ça, mais c'était catastrophique. Tous les hommes cherchaient qu'une seule chose, c'était vraiment voilà, passer du bon temps, s'amuser, quoi. Je pense que c'est très rare que tu puisses rencontrer sur les sites de rencontres, je sais pas. Bah franchement, Asma, non, il y en a quand même. Hein. Moi, tu vois, j'ai une agence et pourtant, je peux te dire que sur les sites, ça peut marcher. Après, le problème des sites, c'est de mettre un cadre, mais vraiment genre méga strict. Voilà. S'y tenir. Et trouver, en fait, et perdre énormément de temps à trouver la perle qui est comme toi, qui est bien, mais qui ne trouve pas facilement et qu'il se dit voilà. Donc, ça met beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et aujourd'hui, il y a aussi des sites halal, des sites qui proposent un cadre plus éthique. Moi, c'était les débuts des sites halal. Ouais, il y avait, je crois que c'était Mektoub ou je ne sais quoi, et Inch'Allah.com et tout ça, là, voilà. C'était les débuts. Non, mais c'est vrai que là, ça a dû bien se... Ça a évolué, mais il y a aussi plein de sites qui ressemblent beaucoup aux sites non musulmans, comme tu as dit. Et là, on a encore un autre risque, c'est d'imiter en fait tout ça. Et même dans le mode de rencontre, enfin, voilà, on papillonne, on change, on a l'impression de la quantité, alors qu'en fait, c'est vraiment qu'une impression. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes pour peu de femmes. Donc les hommes ont du mal à être sélectionnés parce que les femmes, elles sont sursollicitées sur les sites de rencontres. Et par exemple, dans mon agence, on a sensiblement plus de demandes femmes que de demandes hommes, mais on régule aux inscriptions. Plus, Parce que en fait, en vrai, dans la vraie vie, il y a quand même un peu plus de femmes qui cherchent à se marier que les hommes. D'accord. Parce que horloge biologique, parce que machin, etc. On régule en fait, c'est-à-dire que chaque mois, on a un quota de femmes et un quota d'hommes pour que ça soit régulé, pour pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes dans mon agence. Mais voilà, mais dans les sites, tu vois, c'est totalement inversé. C'est les hommes, ils me disent, on galère à avoir à trouver parce que parce qu'ils sont beaucoup et beaucoup cherchent rien n'importe quoi. Donc en fait, on croit qu'il y a beaucoup de mecs, mais en fait, des séries, il y en a très peu, tu vois. Exactement. Et il faut les trouver dans la masse, quoi. Faut les trouver dans toute cette masse. C'est ça. Ouais, subhanallah. Mais en tout cas, on va pas forcément dépeindre justement que du négatif. On a aussi justement, au contraire, on sait que c'est possible. Et c'est intéressant de voir aussi que malgré un parcours qui peut démarrer, comme tu as dit, c'est même qui peut avoir l'air de démarrer mal, en réalité, c'est Allah qui en a décidé ainsi, pour une bonne raison, pour mieux kiffer le deuxième mariage, justement, pour mieux savourer. Et peut-être, est-ce que tu dirais que si t'avais pas divorcé la première fois, tu aurais autant apprécié ton mari à sa juste valeur, par exemple? Non, mon mariage ou mon mari? Les deux. Ton mari et ton mariage. Donc, le premier, tu veux dire? Non, là, le deuxième. Non, le deuxième. Si je m'étais mariée avec lui dès le premier... non. Est-ce que ça aurait été pareil? Non. Non, ça aurait pas été pareil. Ah non, ben justement, je te dis, cette expérience, si Allah te l'a mis, c'est que pour que tu apprécies et que tu te dises Alhamdoulilah. Et souvent, je l'ai dit, moi, les premières années... Je me disais, Asma, sois bien contente que. Donc oui, bien sûr, on apprécie mieux, on réfléchit mieux. Je te dis, on tient sa langue beaucoup plus. Ouais. Donc bien sûr. Subhanallah. Et en même temps. Et si c'est le mektoub pour trouver. Quand je dis quand le mektoub tape à ta porte. Que ce soit sur un réseau social, sur un site, avec ton agence, dans la rue, etc. Si Allah a décidé que c'est à ce moment-là que tu vas le rencontrer, tu vas le rencontrer. Donc, je pense qu'il faut essayer de pas trop se mettre la pression aussi. Tu vois, de se dire bon, je fais confiance à Allah, je fais bien sûr il faut faire les sabab. Il faut faire les sabab, il faut les faire les causes, voilà. Mais pas trop se mettre de pression et se dire que bon, de toute façon, ce qui va t'arriver, c'est ce qui devait t'arriver, quoi. Subhanallah. Et également, ce que je me dis, c'est ok, une fois qu'on a trouvé le bon, que ça se passe bien et tout, bah en fait, faut aussi expliquer que c'est jamais fini. Parce que des fois, on me dit, ah là, je me suis mariée, mais c'est trop dur. Je leur ai dit, moi, je vous ai promis le mariage, mais je vous ai pas promis que ça allait être facile. Le mariage, c'est le début. C'est le début. C'est pas facile. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit la différence entre les hommes et les femmes, justement. Oui, c'est pas facile et c'est quelque chose que tu dois travailler tout le temps. Comme du lait sur le feu, tu dois faire attention, prendre du temps pour toi et pour lui, même si on a des enfants. Souvent on me dit ça, moi sur mes abonnés me disent mais Asma, comment tu veux prendre du temps? Il faut prendre du temps, c'est pas comment je fais mais il me reste plus de temps après tout ce que j'ai à faire. Non, tu laisses quelques tâches que tu as à faire et tu prends du temps avec ton mari, même si c'est
juste t'asseoir. Nous, on a un petit rituel, c'est vraiment se prendre un goûter. Par exemple, chaque fin de journée, monsieur rend du travail, moi je finis, pareil, mon travail, le travail de la maison. Ben voilà, le petit truc, c'est et on veut pas d'enfants autour qui nous cassent la tête, quoi. Tu vois, Ouais, bien c'est sûr. genre filer dans votre chambre, mais juste pour parler, pour se prendre voilà, c'est 2 minutes, un petit café, un petit thé, peu importe. Mais de se retrouver, de se parler 2 minutes, c'est que ça. Après, si on peut faire plus, bien sûr, on fait. De temps en temps, un petit voyage, un petit week-end, un petit resto, juste une petite sortie pour aller boire un café à l'extérieur. Mais il faut savoir prendre du temps pour soi. Ouais, ouais, ouais. Pour Pour tous le les coup. deux. Pour soi, déjà aussi, même nous, en tant que femmes, se trouver des moments où on est seul et on peut faire des trucs pour nous, pour nous faire du bien. Parce que c'est ce qui va rebooster le fait que tu vas t'occuper mieux de ta famille, de ton mari, etc. Et surtout aussi pour le couple. Mhm. Ça, Clair. c'est une base. Et le mariage, pour réussir son mariage, c'est chaque jour. Chaque jour, faire en sorte que ton mari va être bien et tu vas, je sais pas moi, lui faire un truc qui va lui faire plaisir aujourd'hui. Demain, ça va être lui. Voilà, non, c'est pas facile. C'est pas, ça y est, je me suis mariée et puis après, je laisse tout couler, non. Que ce soit du Non, non. côté de l'homme ou de la femme, hein. Puis Pour ça coûte jamais. entretenir la flamme, ouais. Ouais, c'est Mm. tout un travail. Bah, Oui. écoute, merci beaucoup Asma pour ton temps, pour tes précieux Bah, écoute, je t'en conseils. prie, merci à toi de m'avoir J'espère que invité. ça t'a plu et que tu reviendras nous voir par ici. Bah, moi, ces sujets, c'est des sujets dont je pourrais parler tout le temps, mais oui, oui, y a C'est pas de vrai, problème. c'est En vrai. tout cas, avec plaisir, avec Ça plaisir. marche. Et puis peut-être que tu nous inviteras enfin, que tu m'inviteras à ton futur podcast qui va sortir un jour. Inch'Allah, hein, Inch'Allah, Inch'Allah. J'y pense, j'y pense. T'as une idée du thème ou pas de ton podcast? Tu sais pas. C'est vraiment des sujets de vie de femme. Ouais, c'est plutôt ça, voilà. Ouais, Ouais, des c'est sujets de vie de intéressant. femme, les différentes vies des femmes. Ouais. Je pense que ça tourne autour de ça. Hein. Ouais. Ouais, Voilà. ce serait cool. Mm. Ça marche, Inch'Allah. Asma. Bah, à très bientôt en tout cas, Inch'Allah. Merci Et encore puis, Sabrina et à très vite Inch'Allah. avec Allez, à plaisir. bientôt. Salam Salam alaikum. alaikum. Salam.